On fait un live ce soir sur la physique quantique et plus particulièrement sur les arnaques quantiques. Alors les arnaques quantiques, c'est particulièrement à la mode en ce moment. La quantique, c'est vraiment le mot buzz du moment. Et alors, ça a été le mot buzz en particulier la semaine dernière. Moi, la semaine dernière, je vous raconte ce qui m'est arrivé quand même. J'étais là, tranquillement au boulot, et soudain, coup de fil, l'Express veut me parler, puis coup de fil, l'Obs veut me parler, puis coup de fil, Libé veut me parler, puis France 5, puis France Info. Tout le monde voulait me parler de la nouvelle crème de Guerlain. Je vous ai fait une jolie image, vous avez vu? C'est un peu cheap ce que je vous ai préparé. Donc là, c'est l'image de la nouvelle crème de Guerlain qui s'appelle le Orchidée Impériale. Et tout le monde voulait avoir mon avis sur la nouvelle crème de Guerlain. Donc j'ai un petit peu flippé sur le coup. Je me suis demandé si on ne s'était pas trompé en m'appelant. Et puis j'ai été voir sur Internet et là j'ai découvert la super vidéo de... Alors il s'appelle G1000 g. C'est quelqu'un qui, alors si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et tout va bien derrière, là je vois un grand affolement derrière. Non, on continue à me filmer ou pas? 10 prochaines minutes seulement, je sais pas pourquoi, vas-y, mais ok, j'ai pas compris. On va voir, sinon on relancera un live si ça marche pas. Bon. Et donc G1000 g avait publié sur YouTube il y a quelques jours une vidéo où il racontait cette crème Guerlain qui l'affolait complètement. Il avait reçu notamment des documents internes de chez Guerlain. Alors l'histoire, quelle est-elle pour ceux qui ne l'ont pas suivi? Guerlain a annoncé la sortie future d'une crème, donc c'est elle, la crème Nubilé, qui coûte, je crois, 600-650 € pour un petit flacon comme ça, donc vraiment une crème de luxe, qui aurait des propriétés rajeunissantes. Alors je ne veux pas de procès avec Guerlain, j'ai rien contre Guerlain, et j'ai rien à dire sur la crème elle-même. Je ne sais pas si elle marche ou pas, j'y connais rien, c'est pas mon domaine, la biologie ou le médical ou autre. Là où c'est mon domaine, c'est la physique quantique. Et il se trouve que dans sa première version, en tous les cas, Guerlain a vanté les propriétés quantiques de cette crème. Alors ils ont parlé de plein de trucs, ils ont dit notamment que cette crème était basée sur une orchidée, et que l'orchidée avait des propriétés spéciales liées à sa photosynthèse notamment, et permettait de créer de l'énergie vitale, et c'est cette énergie vitale qui nous permettait de rajeunir. Donc ça c'est un petit peu le bonheur, on peut se le dire, si on met de l'orchidée quantique sur la peau et qu'on rajeunit, c'est idéal. Alors quand on va vraiment creuser dans le texte, et c'est ce que j'ai été faire évidemment, j'ai été voir un petit peu ce dont il s'agissait, c'est à la fois n'importe quoi et pas complètement n'importe quoi. Il faut être un petit peu prudent dans ce qu'on dit. En gros, je vous le fais rapidement, mais ce que disait Guerlain, c'est dans cette crème, il y a certaines propriétés liées à la bioluminescence. La bioluminescence, c'est quoi? C'est la capacité qu'ont un certain nombre d'organismes vivants, notamment, de cracher un petit peu de lumière, d'être un tout petit peu fluorescent. La façon dont ça marche, en gros, c'est qu'il y a une réaction chimique, un machin rencontre un autre machin et ça crache un photon. Et donc une très faible émission de lumière, exactement comme un bracelet fluo, mais nettement moins puissant. Parce qu'une orchidée, c'est pas fluorescent naturellement, il faut des très bons capteurs pour le voir. Et donc après, il y avait tout un charabia qui disait que cette très légère luminescence, cette lumière créée par ces réactions chimiques, avait des propriétés quantiques qui allaient permettre finalement de mener au rajeunissement de la peau si on se mettait de la crème. Donc voilà, ça c'était le pitch qui est apparu, qui a fait s'exciter un petit peu toute la sphère autour de la physique quantique, puis tous les médias ensuite, qui ont dit mais c'est quand même du n'importe quoi, et qui ont voulu se demander mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai là-dedans. Et donc, c'est ce dont on va discuter ce soir, mais pas seulement évidemment, ça va aller assez vite, Guerlain, vous allez voir, et on va très vite passer à autre chose. Moi, ce que j'aimerais, c'est me servir de ça comme d'un prétexte pour vous parler de toutes les façons qu'on peut avoir en ce moment de dériver en quelque sorte la quantique et de lui faire dire ce qu'elle n'est pas capable de dire. Et j'aimerais vous expliquer pourquoi, vous donner des arguments scientifiques pour vous dire ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire, ce qui relève de la science, ce qui relève du charlatanisme, ou ce qui relève juste des croyances. Et donc on va passer 3 quarts d'heure ensemble. Alors je vous encourage à me poser des questions. Moi j'ai une super modératrice, la Anaïs, qui me relaye en direct les questions. Et je ne vais pas en permanence répondre à vos questions. Ce qu'on va faire, c'est à chaque fois je vous fais un petit laïus sur un petit machin, et après vous me posez les questions, j'y réponds, puis après on recommence, comme ça on ne perd pas le fil complètement, si ça vous va. Donc voilà, revenons au cas de Guerlain et de la crème Guerlain. Alors qu'est-ce qu'il y avait de faux là-dedans? Ce qu'il y avait de faux, c'était l'utilisation du mot quantique. En fait, quand on dit que la crème est quantique, on laisse croire plein de trucs aux gens. On leur laisse croire en quelque sorte que tous les mystères de la quantique, parce que la quantique c'est enrobé de mystères, permettrait finalement à cette crème d'avoir elle-même des propriétés mystérieuses, un peu magiques, et qui permettraient de soigner. Et puis quand on dit le mot quantique, on sous-entend qu'il y a plein de sciences derrière, qu'il y a des physiciens hyper sérieux, et que donc ça s'appuie sur des connaissances scientifiques. Donc le mot quantique, vous voyez, il est un peu fourre-tout, il permet à la fois de faire scientifique et de faire magique. Et donc évidemment, les gens du marketing l'ont utilisé en se disant « c'est un mot buzz en ce moment, ça va bien marcher ». Alors il se trouve que manque de chance, tout l'internet leur est tombé dessus, ça a fait un bad buzz pas possible, grâce aux vidéos notamment de 1000 g, une deuxième vidéo qu'il a repostée en réponse à la première, et que je vous encourage à aller voir. Et puis après, tous les médias s'en sont emparés en disant « mais le mot quantique est utilisé n'importe comment ». Alors ce qu'il y a de marrant, c'est que c'est pas du tout nouveau, c'est un vieux truc en fait, cette utilisation du mot quantique et de sa dérive. Mais là, ça a cristallisé tout le monde parce que c'était
à ma connaissance, la première fois qu'un grand groupe reconnu, établi, surjouait le côté quantique d'un produit. Alors depuis, ils ont complètement rétropédalé, ils ont enlevé le mot quantique partout, ils ont remplacé à chaque fois le mot quantique par le mot biophoton. Alors biophoton, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire un grain de lumière créé par une réaction biologique. Et ça, c'est pas hyper incroyable, je veux dire, n'importe quelle luciole dans la nature, n'importe quelle méduse fait de la bioluminescence, c'est-à-dire à nouveau des réactions chimiques qui créent de la lumière. Et là, il n'y a rien d'incroyable. Est-ce qu'on peut appeler ça de la quantique? Vous voyez, c'est un peu borderline, quoi. On peut dire que c'est quantique parce que c'est effectivement une réaction chimique qui, pour des raisons quantiques, produit un grain de lumière qui est quantique. Mais c'est pas du tout quantique dans le résultat final. La lumière qui est produite, elle n'est pas spécialement quantique. C'est plein de grains de lumière qui s'ajoutent n'importe comment les uns les autres et qui font une lumière aussi banale que la lumière qui m'éclaire en ce moment. Donc en gros, on a un machin qui illumine un tout petit peu, et c'est des quantités ridicules, et qui a rien de spécialement magique. La lumière elle-même, elle est complètement banale, elle n'a pas de propriété spéciale. Et donc on laissait croire un peu dans la première version Guerlain que cette lumière avait des propriétés étranges, et puis ils ont rétro-pédalé et ils disent non, finalement, on est en train juste de dire que les réactions chimiques créent de la lumière et que peut-être ça aiderait à rajeunir. Et là, je ne pense pas qu'ils aient fait la preuve que ça aidait à rajeunir. D'après ce que j'ai vu des experts, c'est une crème rajeunissante assez naturelle et assez classique finalement, et qui n'a rien de spécialement quantique. Moi, en tant que physicien, la quantique, elle a un sens hyper clair. La quantique, c'est les lois du monde à petite échelle. C'est les lois du monde si je veux comprendre ce que c'est qu'un atome, si je veux comprendre ce que c'est qu'une molécule, si je veux comprendre ce que c'est qu'un électron, ou alors un grain de lumière, on en a parlé tout à l'heure, un photon. Dans ces cas-là, les comportements de la matière à cette petite échelle ne sont plus les comportements dont nous on a l'habitude dans la vie de tous les jours. Il y a toujours la gravité, il y a toujours l'électricité, il y a toujours le magnétisme, mais il y a des nouvelles propriétés, totalement étranges. Moi-même, je trouve ça mystérieux. Il faut juste s'entendre sur ce qu'on appelle mystère. Mystérieux, ça ne veut pas dire forcément qu'on ne le comprend pas, mais que ça nous inspire une sorte de magie, une sorte d'émerveillement. Ça a l'air étrange. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que c'est étrange, la physique quantique? Pour de très bonnes raisons. Si vous prenez un électron, par exemple. Un électron, en physique quantique, peut se trouver dans deux endroits à la fois, et puis quand on le mesure, il va choisir un des deux endroits aléatoirement. Un électron peut subir un effet tunnel. Si je lui mets une paroi, il peut, certaines fois, et de façon aléatoire, traverser la paroi comme s'il y avait un tunnel qui s'ouvrait. Un électron peut être intriqué avec un autre électron et le sentir en quelque sorte à distance, de façon non locale, etc., etc., etc. On a même la quantification. Un électron, il peut être là, calme, et puis soudain il peut être excité, et il va passer instantanément d'un état à un autre état. Donc vous voyez, toutes ces propriétés, elles échappent complètement à notre intuition. Elles sont littéralement mystérieuses. Mais mystérieuses plutôt au sens non intuitif. Vous voyez, elles échappent à notre intuition. Pas mystérieuses au sens où on ne les comprend pas. Il faut bien distinguer, et c'est ça toute la subtilité, ce qu'on comprend scientifiquement et ce qui nous semble étrange à nous, êtres humains. Moi, tous ces phénomènes quantiques continuent 30 ans après à me sembler hyper étranges. Et pour une bonne raison, c'est que je suis tellement gros et tellement grand que j'ai trop d'atomes en moi, et donc je ne suis pas habitué au monde quantique à petite échelle. Donc ces phénomènes qu'on me décrit me sont complètement abstraits, magiques et étranges. Mais par contre, on les comprend parfaitement scientifiquement. On a toutes les équations pour les comprendre, pour les prédire. La physique quantique, c'est la science la plus prédictive qu'on connaisse. On peut prédire avec 10 chiffres après la virgule. On va au labo, on mesure et on trouve les 10 chiffres après la virgule. Donc vous voyez, on a ce mélange en quantique d'une science hyper cartésienne, hyper mathématique, hyper prédictive, et à la fois d'une science qui inspire un certain étonnement, une bizarrerie, on va dire. Et c'est là-dessus que jouent les arnaqueurs de la quantique. Donc ça, c'était mon petit chapitre quantique. Alors très bonne question, qu'est-ce qui est quantique ou qu'est-ce qui n'est pas quantique? Eh bien, ça va être tout l'objet de cet exposé. Parce que c'est là-dessus que se jouent toutes les ambiguïtés. Je vous donne un exemple. Est-ce que moi, je suis quantique? On pourrait se dire, bah oui, je suis composé d'atomes qui sont quantiques, chaque atome est quantique, donc moi, je suis quantique. Eh bien, pas du tout. On va voir que les effets quantiques, en général, ne s'ajoutent pas les uns aux autres. Si vous avez un seul truc à retenir ce soir, c'est ça. C'est pas parce que vous avez plein d'atomes qui sont quantiques que le résultat est un objet quantique. Donc, qu'est-ce qui est quantique ou pas? Eh bien, c'est compliqué. Il faut trouver un test. Alors, les physiciens, ils ont plein de tests pour ça. Il y en a un qui est génial, c'est ils vous mettent deux petites fentes, comme ça, on appelle ça des fentes de Young. Ils vous balancent l'objet dessus. Si l'objet passe par les deux fentes à la fois, il est quantique. S'il s'écrase ou qu'il passe que par une des deux fentes, il n'est pas quantique. C'est un peu caricatural, il y a des façons plus fines de faire, mais on a des très bons tests. Mais vous voyez, tout de suite, je suis en train de vous dire, il faut aller au labo pour voir si un objet est quantique ou n'est pas quantique. Donc on a vu Guerlain, on a vu ce que c'était que la quantique pour le physicien. Maintenant, comment est-ce qu'on peut dériver et parler de la quantique et l'utiliser, vous voyez, la tord pour arnaquer les gens? Alors, il y a plusieurs manières de faire ça. Ce que je vais faire à chaque fois, c'est vous donner des exemples, vous dire le procédé qui est utilisé, l'astuce qui est utilisée par les gens qui vous font ça, et vous dire la vérité derrière. Et donc, je vais distinguer trois secteurs. On va prendre le premier type de dérive. C'est tout ce qui concerne la religion, le mysticisme, l'ésotérisme. En anglais, on appelle souvent ça le
quantum, un WOO, une espèce de truc un peu nébuleux, un peu étrange. Alors, il y a plein de gens qui font ça, qui développent ça, qui utilisent ça. Le pape de ça, je vous ai mis super bleu, c'est Deepak Chopra. Deepak Chopra, c'est un Américain d'origine indienne qui est un endocrinologue, donc c'est un médecin de formation de haut niveau. Mais je dis qu'il est d'origine indienne parce qu'il a tout un travail sur les philosophies indiennes, la méditation, etc., etc. Et il a fait une sorte d'amalgame entre la physique quantique et la méditation pour proposer des nouvelles formes de méditation quantique, de mysticisme quantique. Je vous donne un exemple. Ça, c'est un bouquin, je ne sais pas si vous le voyez, de Deepak Chopra. Alors, il met toujours Docteur Deepak Chopra. Dès qu'on peut mettre un titre, ça fait plus scientifique, qui s'appelle Le corps quantique. Alors, le corps quantique, ça m'énerve. C'est le genre de truc qui m'énerve vraiment. Donc, dans le corps quantique, il vous dit notre corps est quantique, puisqu'on est composé d'objets quantiques, des atomes. Donc, notre corps va avoir toutes les propriétés de la physique quantique. Alors, il dit par exemple, notre corps est composé de milliards d'atomes et chacun a des niveaux d'énergie. Et donc, ça va faire que notre corps, lui, va être vibratoire, il va être énergétique aussi, qui va avoir des résonances. Et puis, la dualité en particules, le fait qu'un électron peut être à la fois un corps et une onde, on va l'appliquer au corps, donc il va y avoir la dualité entre le corps et l'esprit. Et vous voyez, le glissement, il est assez malin. Il utilise une métaphore, c'est-à-dire il dit, c'est comme dans la quantique, mes atomes ont une dualité, donc mon esprit et mon corps, c'est aussi de la dualité, et donc on va pouvoir développer des tas de méditations et des tas de croyances. Alors, il va un peu plus loin dans le corps quantique, ce qu'il dit, c'est, ça pourrait nous aider à nous soigner. Il raconte, je crois, l'histoire d'une amie à lui qui s'est soudain spontanément soignée d'un cancer, si ma mémoire est exacte. Et il dit, ça c'est exactement comme un atome qui saute soudainement d'un état à un autre état. Vous vous souvenez l'électron dont je vous ai dit qu'il sautait soudainement d'un état à un autre état? Et bien Deepak Chopra dit, on est composé d'atomes, les atomes peuvent subir des sauts quantiques, pourquoi nous-mêmes on ne pourrait pas subir un saut quantique et sauter brutalement de malade à non malade? Et vous voyez, ce glissement, il est assez vicieux parce qu'on se dit, oui, après tout, c'est vrai. Puis quand on rétorque à Deepak Chopra, mais non, vous dites n'importe quoi, ça ne peut pas s'appliquer à notre corps et tout, il a cette réponse géniale, il dit, mais attendez, vous les scientifiques, vous faites les malins, mais vous-même, vous n'avez pas complètement compris la quantique. Alors on y reviendra après, mais ça c'est une figure de style et de rhétorique qui est complètement à la fois astucieuse et fausse, parce qu'en fait les physiciens ont très bien compris 99% de la physique quantique. Et je vais y revenir après. Mais donc vous voyez, la figure de style ici, c'est d'utiliser des métaphores, de dire c'est comme si, de vous dire en physique quantique, un objet peut être à deux endroits à la fois. Par exemple, un objet peut être intriqué avec un autre objet. Et donc Deepak Chopra dit, ça veut dire que nous-mêmes, on pourrait être intriqués avec tout le cosmos. Et ma conscience pourrait être intriquée avec tout le cosmos. Et c'est hyper séduisant comme proposition. Moi, j'aimerais bien être intriqué avec tout le cosmos. Donc voilà, il va faire appel à de la physique quantique pour suggérer des façons de méditer, des façons de penser le monde. Et si c'était que ça, moi, ça ne me dérange pas. On a très bien le droit de s'inspirer de phénomènes scientifiques pour parler d'autre chose et pour développer des croyances, pour développer pourquoi pas une religion ou une méditation ou un mysticisme. Ce que j'aime pas, c'est l'ambiguïté. C'est le fait qu'à chaque fois, il va faire semblant que quand même c'est de la science, que quand même c'est basé sur des démonstrations scientifiques, et donc vous faire croire que la physique quantique permet de démontrer scientifiquement ce que lui avance dans ses bouquins. Et là, c'est complètement faux, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors pourquoi est-ce que ce que dit Deepak Chopra est faux? Après, on pourrait se dire, si ça se trouve, la quantique, ça peut marcher à grande échelle et à l'échelle de mon corps. Qu'est-ce qu'il en sait, le scientifique, peut-être qu'il n'a pas testé? Il se trouve que si. C'est un truc qu'on a testé en laboratoire. Il ne faut pas croire que nous, les scientifiques, on dit non a priori juste parce que c'est quelqu'un d'autre qui nous le dit. On se dit, oui, tiens, on va tester, c'est une bonne idée. Ça serait génial que moi je sois quantique ou que moi, cerveau, que ma conscience soit quantique. Mais il se trouve qu'il y a une raison scientifique simple qui fait que c'est pas quantique. C'est ce qu'on appelle la décohérence. C'est un concept scientifique qui a été développé dans les années 80, qui est très bien compris maintenant. Il y a même eu plusieurs prix Nobel pour ça, dont un pour Serge Haroche, un Français, il y a quelques années. Alors accrochez-vous, ça va être le moment le plus scientifique de la soirée, mais essayez de comprendre ce concept, il va vous permettre de déconstruire plein d'arnaques. Si j'ai un atome, il est quantique. 2 atomes, ça peut être encore quantique. Pourquoi est-ce que quand je mets plein d'atomes, ça n'est plus quantique? En fait, parce que chacun des atomes, quand je les rajoute par exemple dans cette pièce, quand je construis mon corps, il va essayer de parler aux autres atomes, il va essayer de s'intriquer avec les autres atomes. Un truc purement quantique. Le fait de le faire avec un autre atome, il va y arriver. Avec 2 atomes, il va commencer à avoir du mal. Dès qu'il va essayer de faire ça avec plein d'atomes qui eux-mêmes se sont pas mis d'accord entre eux, il ne va plus y arriver. Et il ne va plus pouvoir être quantique, par exemple être dans 2 états à la fois. Et c'est pas une invention théorique, on l'a testé en laboratoire, on s'amuse à prendre un objet et à le faire grossir petit à petit, atome par exemple, ou photon par photon. Et on s'est rendu compte que dès qu'on avait trop de photons ou trop d'atomes, ça s'arrêtait d'être dans 2 états à la fois. On a même pu mesurer le temps au bout duquel ça s'arrête, on appelle ça le temps de décohérence. Et dès que vous avez un truc de quelques dizaines ou centaines d'atomes, ça s'arrête extrêmement vite. Dans mon corps humain, qui fait des milliards d'atomes, ça s'arrête instantanément. Il est impossible qu'à l'échelle de n'importe quel temps qui existe dans l'univers, mon corps soit intriqué, mon corps soit dans 2 états à la fois, mon corps subisse l'effet tunnel. Pour 2 raisons. La première, c'est que mon corps, il y a beaucoup d'atomes dedans qui font n'importe quoi les uns par rapport aux autres.
Et la deuxième raison, c'est que mon corps, il est chaud. Et qui dit chaud, dit mouvement, dit décohérence, et c'est encore pire, je tue tout à 37 degrés. À la limite, si vous vouliez me rendre quantique, il faudrait me geler, très près du zéro absolu, de me foutre dans l'ultravide, de me mettre dans le noir, et là, vous auriez peut-être une chance de me mettre dans 2 états à la fois, mais je ne serai plus vivant. Le vivant macroscopique est un peu incompatible avec la quantique. Deuxième partie, c'est plus grave. C'est une partie qui m'énerve encore plus. C'est les gens qui vont utiliser la physique quantique pour proposer de vous soigner. Donc pas seulement de méditer, développer des croyances ou autres, ou là c'est soft, ou de la crème même, mais vraiment de vous soigner. Et là évidemment, si on vous trompe sur la façon de vous soigner et qu'on vous fait rien du tout, moi ça m'embête en tant que scientifique. Tant que c'est basé sur la science. À nouveau, si c'est basé sur les croyances, j'ai aucun problème avec ça. Donc on va rentrer dans le monde des thérapies quantiques. Alors il y a tout un monde des thérapies quantiques, mais beaucoup de ces thérapies tournent toujours autour de un concept que j'ai découvert en préparant un peu ce live ce soir, c'est la biorésonance. Alors l'idée, pareil, c'est toujours le même glissement, c'est de dire un atome, ça peut être dans 2 états à la fois, et donc ça va être sensible à une onde très particulière. Quand on a 2 états, si on envoie une certaine onde, on va se balader entre les 2 états. Si on n'envoie pas la bonne onde, on ne se balade pas entre les 2 états. Il faut que l'onde ait exactement la même période, la bonne période. Exactement comme, je sais pas, quand vous avez un poste radio à l'ancienne, vous le réglez à la bonne fréquence, vous tapez sur France Inter par exemple. Et bien c'est pareil, un atome, il a sa fréquence à lui, la fréquence propre, la fréquence de résonance, qu'il aime bien. Et donc là, les gens qui font de la médecine quantique, ils vous disent, bah, si c'est vrai pour un atome, ça pourrait être vrai pour une cellule. Donc les cellules de notre corps, elles auraient une résonance, on va appeler ça une biorésonance, parce que c'est biologique. Alors c'est complètement fou, parce que c'est trop gros une cellule, ça bouge trop, c'est trop chaud. Mais voilà, ils proposent ce concept-là. On peut se dire, bon, bah, c'est une métaphore, pourquoi pas autre. Mais c'est là où arrive le business. Ils vous disent, bah, maintenant, on va vous vendre un appareil qui va utiliser les biorésonances pour vous soigner. Et je vous propose 2 appareils. Je vous ai emmené des appareils assez fabuleux. Alors, j'espère que je ne vais pas me faire attaquer en justice par les gens qui ont fait ces appareils. Donc j'en ai 2. J'ai le Life System. Je ne sais pas si vous le voyez. Et puis j'ai le scanner NLSA. Ah, il faut que j'aille par là plutôt. Donc le Life System et le scanner LNSA. Alors, ils ont des prix différents, mais en gros, ils fonctionnent de la même manière. C'est-à-dire qu'ils vous disent qu'ils vont capter les résonances de vos cellules, les biorésonances de vos cellules. Vous voyez, il y a tout un appareil avec plein de boutons et tout. Là, c'est encore mieux. Il y a tout un dispositif. On vous fait tenir une manette, on vous écoute, on vous analyse, et on vous trace un truc. Il faut que je retourne. Comment? Tu veux passer dans l'autre sens? Ah ben non, moi je suis quantique, je fais les 2 à la fois. Et on vous trace des trucs qui ont l'air hyper scientifiques sur l'ordinateur. Alors, ce qu'ils vous disent, c'est qu'avec cet objet-là, je me le suis écrit pour ne pas l'oublier, c'est un scan de biorésonance. Donc, ils vont regarder toutes les biorésonances de vos cellules. Ils vont les analyser de façon quantique, bien sûr, analyse quantique des biofréquences de votre corps. Ça n'existe pas, les biofréquences, mais ils les analysent. Et ils vont, et c'est là le truc important, les corriger. Maintenant qu'ils ont chopé la biorésonance de votre corps, eh ben, ils vont, avec des petits boutons, les corriger et vous n'allez plus avoir de stress et vous allez aller mieux. Alors, ils font très attention quand ils font ça de ne pas vous dire qu'ils vous soignent parce que là, ils seraient sous le coup de la loi. Ils vont toujours parler de stress, d'équilibre énergétique, d'équilibre émotionnel. Qu'est-ce qu'il fait cet appareil? Il ne fait rien du tout, il ne peut rien faire. Il essaye de mesurer des résonances de différentes cellules. Ces cellules n'ont pas ces résonances-là, donc je pense que c'est que du charabia. Et quand bien même elles auraient ces résonances, je ne peux pas croire une seule seconde qu'un outil aussi rudimentaire que ça puisse détecter des biorésonances émises par des cellules individuelles en différents points du corps, puisse les analyser, les scanner et me dire laquelle réagit comment et comment la soigner, ce qui n'a aucun sens scientifique. Et là, je trouve qu'on passe une frontière, vous voyez, parce que c'est pas seulement utiliser le jargon de la quantique, mais c'est faire croire clairement que c'est scientifique. Et vous voyez comment ils font? Eh ben, ils ont un ordinateur, ils ont des trucs, ils ont des courbes. Ça fait scientifique, moi, quand je le regarde comme ça. Des courbes de différentes couleurs, je m'y crois. Je me crois presque au labo avec un spectre de résonance magnétique nucléaire. Là, vous voyez, il y a des tas d'outils, etc. Lui aussi, c'est toujours des noms hyper savants. Ils ont toujours 1 ou 2 docteurs ou professeurs dans la bande qui disent qu'ils certifient, qu'ils ont fait des mesures et tout et tout. Mais si vous regardez les docteurs en question, vous allez voir qu'ils n'ont jamais un titre en physique quantique, qui n'ont jamais étudié la physique quantique en université et qui n'ont pas des vrais travaux de recherche en physique quantique. Et donc il y a un truc très important, c'est une espèce d'abus d'autorité, vous voyez, de faire croire que parce qu'on est scientifique, on sait parler de quantique, et pas du tout. Quand le professeur Montagnier disait, du temps de son vivant, qu'il allait faire la physique quantique, il avait eu un prix Nobel, mais pour autre chose, pour ses travaux en médecine, pas du tout pour les travaux en physique quantique. Et qu'on usurpe un petit peu le titre de la quantique, et on usurpe tous les atours de la science pour faire scientifique. Moi je suis quelqu'un qui ne connaît pas la physique, je vois ça, je me dis, bah ouais, c'est un appareil de laboratoire scientifique. En fait, pas du tout. C'est un truc, à mon avis, complètement bidon. Je regarde s'il y a des questions. Pourquoi le vivant n'est pas compatible avec les propriétés du quantique? Alors, le vivant, on va dire le vivant à grosse échelle, parce que c'est gros et c'est chaud. Voilà, c'est aussi bête que ça. À nouveau, ça ne veut pas dire que les réactions chimiques responsables du vivant, elles-mêmes à l'échelle des atomes et des molécules, ne sont pas quantiques, elles sont complètement quantiques. C'est l'extrapolation de passer d'une réaction à tout le vivant qui est quantique. Reprenons Guerlain. C'est ça qu'ils avaient fait. Ils disaient, la photosynthèse, c'est un processus qui peut être d'origine quantique. Il y a plein de travaux là-dessus en ce moment, mais de l'ordre de la réaction chimique qui transforme des grains de photons du soleil en sucre, en gros, en réaction chimique, en énergie chimique. Et ils extrapolaient en disant, donc la lumière est quantique. Et donc c'est ce glissement qu'il ne faut pas faire.
Et donc le vivant, dès qu'il est un peu gros, dès qu'il fait, je sais pas, 1 cm3 ou 1 mm3, il n'est plus quantique. Mais à l'intérieur du vivant, il y a des objets quantiques. Est-ce qu'un atome a toujours un élément mobile et sinon, est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser comme énergie? Ah bah oui, on peut l'utiliser comme énergie et ça s'appelle la bombe atomique ou l'énergie nucléaire. On sait très bien utiliser l'atome comme énergie et toutes les énergies d'ailleurs autour de nous et même toutes les réactions chimiques qui permettent aux énergies fossiles de marcher. C'est ça, l'atome il est très riche en énergie et en gros l'humanité elle n'arrête pas de torturer l'atome pour lui faire cracher de l'énergie. Donc ça on peut. Mais il y a une nuance entre dire que l'atome nous permet de récupérer de l'énergie et de dire qu'il a une résonance qu'on peut détecter au niveau d'une cellule, vous voyez. Alors il y a un petit truc. Quand vous hésitez et que vous dites mais est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce que ces gens c'est des charlatans ou pas, premier truc, tapez sur internet, est-ce que ces gens existent scientifiquement? Par exemple dans Google Scholar, est-ce qu'ils ont publié dans des journaux reconnus des articles de physique quantique? Ça c'est un premier bon critère. Il y en a un autre pour voir si c'est vraiment basé sur de la science, ce genre d'appareil ou autre, c'est que vous dites est-ce que vous pourriez m'écrire dans la langue de la quantique, la langue mathématique de la quantique, les réactions en jeu, qu'on parle le même langage, ok? Premier truc. Et là ils vont tous s'effondrer, ils vont pas y arriver. Et puis deuxième truc que vous pouvez leur dire, ok, vous me dites que c'est quantique, que c'est basé sur la science quantique, est-ce que vous pouvez me proposer un protocole dans un laboratoire de physique quantique qu'on peut tester nous dans un laboratoire de physique quantique? Et là évidemment tout s'écroule et rien ne marche. Et donc ils restent en général dans leur monde à eux, avec toute une dose aussi de conspirationnisme, je l'ai bien dit, à dire qu'évidemment il y a la mafia des scientifiques qui sont contre nous et on développe un truc original dans notre coin. Mais à un moment donné, s'ils ne veulent pas parler la langue de la science, communiquer avec des scientifiques et travailler dans les mêmes protocoles, nous on ne peut pas dire si c'est scientifique ou pas. Et donc, à partir du moment où quelqu'un veut jouer le jeu de la science et dire c'est scientifique, il faut qu'il le joue jusqu'au bout. Il faut qu'il publie, il faut qu'on puisse réfuter, il faut qu'on puisse le tester en laboratoire. Comment est-ce qu'on explique les rayons cosmiques qui ont la capacité de traverser la matière? En gros, les rayons cosmiques, c'est constitué de toutes petites particules dont certaines interagissent tellement peu avec la matière qu'elle peut la traverser. Exactement comme une onde radio pourrait vous traverser ou une onde sonore, par exemple, pourrait vous traverser. Donc, il n'y a rien d'incroyable dans les rayons cosmiques. Et vous voyez, à nouveau, quand on dit le mot cosmique, on a l'impression qu'il se passe des choses très étranges, donc il faut se méfier du pouvoir des mots. Donc si je reviens sur les procédés, premier procédé, vous vous souvenez, c'était les métaphores. Là, le procédé ici, c'est non seulement les métaphores, mais c'est jouer toute l'apparence scientifique, jouer les codes graphiques de la science, jouer les codes instrumentaux de la science pour faire scientifique. Si vous allez sur ces sites web, vous allez voir plein d'interviews de chercheurs, de docteurs, avec des tas de titres d'universités, etc., qui sont en général un petit peu bidons. Donc c'est le deuxième procédé, la deuxième façon de faire. Et là, il faut vraiment s'en méfier. Alors, il y a des façons il y a des trucs un peu plus fun, dans le genre qui va vous aider à vous soigner. Alors celui-là, je l'aime beaucoup, mais je crois qu'ils ont été attaqués en justice depuis et que maintenant, ils se vendent plus sur Amazon. C'est un de mes préférés sur Amazon, c'est Quanta Relax. Vous voyez peut-être pas bien Quanta Relax, mais c'est quand même du bonheur. C'est une couverture d'harmonisation énergétique. Donc en gros, c'est une couverture bleue, vous la mettez sur vous et vous êtes en harmonie énergétique. Ça, c'est quand même la classe, quoi. Alors il y a plein de trucs qui sont liés au sommeil, parce que ça coûte pas cher, et on vous l'a vanté à l'époque, je crois que c'était 150 € quand même. Alors il y a un truc que j'ai vu récemment qui s'appelle le Med Bed. Alors là, c'est vraiment, mais c'est le truc ultime. Ils vous vendent rien. Ils vous disent juste, ben voilà, vous allez vous allonger dans votre lit et on va vous faire un lit quantique virtuel pour vous intriquer avec l'univers. Donc dès que vous allez dire telle phrase, vous allez être intriqué. Et après, on va vous faire des choses à distance, donc il ne se passe absolument rien. Et les gens ont l'impression d'être pénétrés d'une énergie, d'un truc sur leur lit. Et là, on leur vend même pas un objet physique. Et on leur vend ça assez cher, hein, j'ai vu ça sur Internet. Mais je veux, vu qu'il nous reste encore 10 minutes, hein, moi je suis à cheval sur les horaires, vous parler de la troisième façon, la plus insidieuse, de dévier la quantique un petit peu. C'est tous les gens qui vont vous dire, et ça rejoint un peu les deux premières communautés, hein, qui vont vous dire, mais tous ces physiciens-là qui ont l'air sûrs d'eux, comme moi en ce moment, hein, qui ont l'air de tout savoir mieux et de nous dire qu'on a tort et tout, est-ce qu'ils le savent vraiment? Parce que la quantique, quand même, c'est très mystérieux. Et dans ces cas-là, on vous ressort toujours les mêmes citations. Alors la citation qu'on vous ressort le plus, c'est une citation d'un très grand physicien, je vous fais un super pillage en direct, qui s'appelle Richard Feynman, un des plus grands physiciens de la physique quantique, prix Nobel, qui était notamment dans le film Oppenheimer, pour ceux qui l'ont vu, qui a fait des formidables travaux sur l'électrodynamique quantique notamment, et qui était un merveilleux vulgarisateur. Je vous recommande ses vidéos sur Internet, qui a écrit des cours de physique qui sont encore parmi les meilleurs au monde actuellement. Et il avait dit cette phrase terrible, qui était « Je pense que je peux dire que personne ne comprend la physique quantique. » Et moi, depuis le début de ma vie professionnelle, on me répète cette phrase. « Ah oui, mais comment vous savez que vous avez compris alors que même Feynman, il dit qu'il n'a pas compris ?» Et ça me rendait fou. Et donc un jour, j'ai été voir où elle était cette phrase en me disant « Mais est-ce qu'il a vraiment dit ça ?» Alors oui, il a vraiment dit ça. Sauf que moi, j'ai fait ce que toute personne sérieuse doit faire. J'ai pris la suite de la citation. « Je pense que je peux dire que personne ne comprend la physique quantique, mais c'était pas tout sa phrase. » Et il rajoutait « Je vais vous dire comment la nature se comporte. Si vous admettez simplement que la nature se comporte comme ça, vous trouverez en elle une chose délicieuse et envoûtante. Arrêtez juste, si possible, de vous dire à vous-même « Mais comment est-ce que c'est possible que la nature soit comme ça ?» Qu'est-ce qu'il est en train de dire avec tout ce charabia? En fait, c'était au début d'un cours de physique quantique. Il fait un cours de physique quantique avec des étudiants, il leur dit au début
on ne comprend pas pourquoi la quantique marche comme ça. Mais écoutez bien, c'est le mot « pourquoi » qui est important. Je n'ai pas dit qu'on ne comprenait pas comment elle marche, on ne comprend pas pourquoi c'est comme ça. Ce que dit Feynman de façon très humble, c'est qu'il n'a aucune idée de pourquoi il y a la dualité en particules à l'échelle de l'atome. Pourquoi il y a l'effet tunnel. Par contre, il comprend comment le décrire scientifiquement. Il comprend comment décrire les équations, comment les prédire. Il a même eu un prix Nobel pour ça. Donc la physique quantique, c'est une discipline extrêmement bien comprise du point de vue de la physique, c'est-à-dire comprend comment les choses marchent, mais peut-être pas très bien comprise encore du point de vue de la philosophie, c'est-à-dire réconcilier ça avec nos sens, nos intuitions et notre vision du monde et du cosmos. Mais c'est pas le job de la physique de faire ça. Le job de la physique, c'est comprendre comment les choses peuvent être décrites par des lois, comprendre ces lois, comprendre comment les manipuler et ensuite comment prédire. Et c'est la physique quantique qui a quand même par exemple permis de fabriquer le transistor et toute l'électronique qui vous entoure, et le smartphone dans lequel je parle, et l'ordinateur que vous utilisez ou le smartphone que vous utilisez. Donc de dire que la physique quantique c'est imprécis, qu'on n'y comprend rien, c'est complètement faux. Et puis on joue aussi beaucoup sur le principe d'incertitude. Alors ça on adore, on dit aux gens « mais les physiciens, vous êtes sûr que vous comprenez la quantique alors que vous dites vous-même qu'il y a un principe d'incertitude ». C'est le pire mot qu'on ait jamais inventé pour un principe. Nous on préfère l'appeler principe d'Heisenberg ou principe d'indétermination. Ce que dit ce principe, c'est qu'en gros, un objet quantique, c'est une petite vague, et qu'une petite vague, c'est dur de savoir à la fois où elle est et sa vitesse. Et prenez une vague dans la mer, c'est déjà vrai. Moi, si je vous montre une vague dans la mer, vous allez me dire, elle est un peu là, un peu là, un peu là, mais elle n'est pas en un endroit précis. Et donc, il y a quelque chose d'intrinsèque à la nature d'un objet quantique qui fait qu'on a du mal à dire à la fois où il est et sa vitesse. C'est ça le principe d'incertitude. Mais ça ne veut pas dire que toute la physique quantique est incertaine. La physique quantique, c'est la discipline la plus précise qu'il existe actuellement, toute discipline confondue. C'est la discipline qui permet de prédire certains nombres, avec 10 à 15 chiffres après la virgule, vous allez dans le labo, vous les mesurez et vous trouvez les 15 bons chiffres. Je ne peux pas vous dire mieux. Alors, on me demande, est-ce qu'il y aurait une possibilité qu'un jour, théoriquement, on aille plus bas que le zéro absolu? Ben non. Non, parce que la définition même du zéro absolu, c'est que c'est quand la matière ne bouge plus. Alors, ne bouge plus, à une petite nuance près, à cause de ce principe d'incertitude, elle bouge quand même toujours un tout petit peu. Ça s'appelle les fluctuations de point zéro et on pourra y revenir une autre fois, mais ça dépasse le sujet ici. Et donc, vous voyez, il y a ce truc qu'on va détourner des citations de leur contexte pour leur faire dire n'importe quoi. Feynman est le premier à expliquer la quantique, il a passé toute sa vie à ça, et à expliquer à quel point on la comprend bien, et avoir eu un prix Nobel pour ça même. Mais il va juste vous dire à un moment donné, on ne comprend pas d'où ça vient, on ne comprend pas pourquoi le monde est quantique, mais ça ne veut pas dire qu'on ne comprend pas comment il est quantique. Nuance entre pourquoi et comment. Et alors si on s'amuse à prendre les citations, à prendre ce qu'ont pu dire les gens sur la quantique et autres, on a toujours ce même problème des experts et des non-experts. Et c'est toujours embêtant, parce que pour toute personne un peu sensée, elle peut se dire, mais les experts, ils nous disent peut-être n'importe quoi, ils sont peut-être mis d'accord entre eux. Alors moi, j'ai deux réponses à ça. La première, c'est, méfiez-vous en tous les cas des non-experts. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas fait de la physique quantique sérieusement, ils peuvent vraiment dire n'importe quoi. Je vais vous donner un exemple de Michel Onfray. Michel Onfray, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est quelqu'un de quand même très médiatique. Je l'ai en photo quelque part, moi j'ai toutes mes photos pas possibles. Ah, le voilà. Donc Michel Onfray, c'est un philosophe. Et alors moi-même, je dois dire que j'adorais ce qu'il faisait plutôt au début de sa carrière. J'ai écouté des tonnes de ses conférences à Caen que j'ai trouvées sublimes sur la philosophie. Et puis depuis, il a commencé à parler un peu de tout, et de tous les sujets, notamment des trucs un peu complotistes. Et un jour, il a commencé à parler de physique quantique. Alors là, j'ai été réécouté sur YouTube juste avant de venir pour voir, donc il vous dit des trucs fabuleux. Il vous dit que le réchauffement climatique serait lié à une organisation du cosmos et au multivers quantique. J'ai oublié de mettre le mot quantique. Les multivers, c'est quoi? C'est une théorie quantique qui dirait que quand vous mesurez un objet qui se réduit soudainement, ça se trouve, il se réduit en plein d'endroits à la fois et chacun vit sa vie dans son univers à lui, et ça fait des univers en parallèle. Et je ne dis pas que c'est vrai ou que c'est pas vrai. C'est une interprétation de la réalité quantique, qui n'a aucun effet dans les faits sur les mesures et la façon dont on fait de la quantique, mais c'est une façon de comprendre que ça se réduit soudain en un endroit, ça se trouve, ça se réduit en d'autres endroits, dans d'autres univers. Et lui part dans un délire complet à dire que cette structure en multivers pourrait expliquer le réchauffement climatique. Ça n'a aucun rapport. Le réchauffement climatique, c'est de la thermodynamique qu'on comprend parfaitement, de la chimie qu'on comprend parfaitement, qui n'a rien à voir avec ces processus quantiques. Il rajoute, et alors après il part dans des tas de phrases, il dit les mécanismes dans la mécanique quantique restent à démontrer. Ben non, ça fait 120 ans qu'on les a démontrés, qu'on a toutes les manips pour ça, donc on ne peut pas dire ça. Il rajoute, la quantique est une hypothèse de travail. Mais non, c'est pas une hypothèse de travail, c'est une théorie scientifique que les chercheurs ont essayé de réfuter depuis 120 ans et qui est vérifiée expérience après expérience depuis 120 ans. Donc de faire croire que c'est mystérieux, que c'est énigmatique, et donc ça pourrait expliquer plein d'autres mystères, là c'est vraiment trompeur. Et donc il y a ce truc de expert versus non-expert, qui est toujours un peu embêtant, parce que c'est dur de dire aux gens, écoutez, moi je suis physicien de la quantique, donc vous avez qu'à me croire, il n'y a pas à croire Michel Onfray, mais quand même à un moment donné, il faut regarder qui connaît le sujet, qui ne le connaît pas. Qui l'a bossé, qui ne l'a pas bossé. Alors moi j'ai passé 30 ans de ma vie à faire de la quantique, à l'apprendre, à l'enseigner ensuite, à l'expérimenter en laboratoire. Je ne dis pas que je connais tout en physique quantique, loin s'en faut. Mais face à un Michel Onfray, je ne vais pas me laisser aller à des glissements rhétoriques, vous voyez, des belles phrases, ça sonne bien, quoi, me lire l'organisation du cosmos, les multivers et tout.
Mais je ne vais pas essayer de troubler les gens dans des tas de mots un peu pompeux pour faire genre ça explique les grands mystères de l'univers. La physique quantique consiste à expliquer le monde à petite échelle et pas les grands mystères de l'univers. Et surtout pas le réchauffement climatique pour des raisons politiques, parce que Michel Onfray n'aime pas trop les histoires de réchauffement climatique et les conséquences sur les citoyens. Donc voilà, il y a des gens qui m'énervent un petit peu plus que d'autres, et je dois dire que Michel Onfray m'énerve parce qu'il me déçoit. Parce que pour moi, c'est pas digne de lui, c'est pas digne d'un vrai penseur d'aller à un domaine hors de son expertise. Et oui, on a cette question des experts qui s'est jouée dans toutes les crises récentes, la crise du Covid, les complotismes, etc. etc. C'est à un moment donné d'où on parle et de quelle expertise on parle. Et moi, souvent, on m'a dit, mais pourquoi tu vas sur les réseaux sociaux? Pourquoi tu vas sur TikTok? Pourquoi tu vas sur Instagram? Toi, tu es universitaire, tu as ta place dans les laboratoires. Je pense qu'il faut qu'on occupe une place. Je pense que c'est notre devoir à nous aussi de venir et de parler face à des faux experts, face à des gens qui disent tout et n'importe quoi. C'est aussi le rôle des youtubeurs, ça a été le rôle de Milgram d'arriver à débunker l'histoire de Guerlain. Et c'est à un moment donné le rôle des scientifiques, je ne demande pas à tous les scientifiques de le faire, mais à certains scientifiques de s'y coller et d'aller aussi voir le public, vous voir vous ce soir, pour vous dire, ça on peut y croire, là on se fout vraiment de notre tronche. Conclusion, on fait toujours une conclusion quand on est prof, donc je vous fais la petite conclusion. La conclusion c'est que, tout n'est pas quantique, et on ne peut pas faire dire n'importe quoi à la quantique. La deuxième conclusion, c'est qu'à un moment donné, il faut un peu d'expertise. La troisième conclusion, c'est que tout ce qu'on a raconté ce soir sur la quantique ne se limite pas à la quantique. Et c'est vrai dans plein d'autres domaines. Et à toutes les grandes découvertes de la science, on a joué à la détourner. Si vous regardez ce qui se faisait par exemple au début du XXe siècle sur les ondes radio, c'était exactement la même chose. Les mêmes mots, les mêmes trucs médicaux, les mêmes machines incroyables qui vous soignaient, etc., etc. On a fait ça aussi avec les rayons X qui devaient tout soigner, etc. Donc à chaque fois qu'arrive une science un peu mystérieuse, un peu étrange pour le grand public, il y a des gens qui vont la détourner pour lui faire dire n'importe quoi. Il y a des gens qui ont parlé du magnétisme, les bracelets magnétiques, les trucs comme ça, etc., etc. Et là, moi, j'aime pas ça parce qu'on abuse de la crédulité des gens en utilisant la science. Si on n'utilise pas la science, j'ai aucun problème. Si on l'utilise, j'ai un problème. Et donc, je vous encourage, vous, dans la vie de tous les jours, dans vos discussions sur les réseaux sociaux, à toujours vous demander, est-ce que ce dont on parle là, c'est de l'ordre de la croyance ou de la science? Par exemple, dans tous les débats autour des religions, ou du mysticisme, ou des méditations. Est-ce que les gens sont en train de me dire que c'est basé sur la science? Des gens qui vont dire Dieu existe parce que la science l'a prouvé? Ou est-ce que les gens disent non, c'est une croyance, et donc je peux y croire? Et moi, je vous encourage, parce que toute l'histoire de l'humanité nous a montré que c'était la bonne façon de faire et la façon sage de faire, de distinguer ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas. Ce qui est scientifique, ça suit des protocoles, ça suit des façons de faire, ça suit des façons de s'examiner, et ça permet de se démontrer à la fin. Ce qui n'est pas scientifique, c'est dans le champ des croyances, et moi, j'ai rien à en dire, parce que je ne suis que scientifique et physicien ici avec vous ce soir. Et je veux remercier Anaïs et Lou Andreas qui sont derrière l'appareil photo, le cadrage et derrière la modération, et qui m'ont aidé à faire ce live. Et puis merci à tout le monde de m'avoir suivi. Bonne journée. Non, bonne soirée. On arrête là? Tu me fais signe qu'on s'arrête là? Non, on s'arrête? Oui, au revoir.